the launch. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire organisé par Présence autour de l'impression 3D et la fabrication additive. Donc ce webinaire va vous être présenté par Hervé Haribard, ancien directeur scientifique de Saint-Gobain et aujourd'hui fellow chez Présence. Donc pendant cette présentation, vous allez pouvoir poser vos questions sur votre petit tableau de bord à droite dans le petit onglet questions. Et vous pourrez également télécharger la présentation d'Hervé dans le petit onglet documents. Voilà, Hervé, je te laisse commencer. Merci Émeric. Donc, je suis très heureux de vous parler aujourd'hui d'impression 3D. C'est un sujet que nous connaissons chez Présence parce que beaucoup de nos clients se posent des questions et nous posent des questions sur l'impression 3D. La plupart du temps, ce qu'ils cherchent à savoir, c'est quel sera l'impact de cette nouvelle technologie sur leur business, ou alors est-ce que eux, en tant que clients, doivent s'intéresser de près et éventuellement pratiquer l'impression 3D. Alors, je vais commencer par une question de sémantique. L'impression 3D, ça appartient finalement à une classe plus importante qui est celle de fabrication additive. La fabrication additive, ça désigne des technologies qui construisent des matériaux couche par couche, et c'est à opposer à la fabrication soustractive qui est la technologie qui correspond à la technologie et à la façon de faire la plus répandue et la plus courante depuis très longtemps, comme l'usinage par exemple. Dans l'usinage, on enlève de la matière pour creuser des trous, pour creuser des filets de vis, etc. Dans la fabrication additive, au contraire, on va apporter le matériau petit paquet par petit paquet. C'est un peu comme la différence entre un sculpteur qui choisit un bloc de ciment ou du bois et qui, avec ses outils, petit à petit, va enlever de la matière pour arriver à faire sortir la forme qu'il souhaite exprimer. À l'opposé de ça, on a la façon de travailler de César ou d'autres qui, avec un chalumeau, vont ajouter des pièces métalliques à des pièces métalliques et finalement obtenir une œuvre. Donc, on a la même différence entre fabrication additive et fabrication soustractive. Alors, ce que je considère être l'impression 3D, c'est un ensemble de techniques, ce sont des techniques d'impression 3D qui appartiennent à l'ensemble de la fabrication additive. Mais il y en a d'autres. Je n'aurai pas le temps de les aborder et de les décrire, mais il faut savoir qu'il y a d'autres techniques de fabrication additive que l'impression 3D. En plus de ça, la fabrication additive, c'est plus large que l'impression 3D, également parce que c'est une technologie habilitante. C'est une démarche intégrée, en somme, avec des aspects certes liés à la fabrication, aux techniques de fabrication, mais également avec des aspects qui sont liés à la conception, aux relations business to business ou business to consumer que cela va impliquer, à la chaîne d'approvisionnement, à la logistique, etc. Et cette technologie habilitante, elle va, on va le voir, être capable d'introduire des nouveaux modèles de business. Et ce sont ces nouveaux modèles de business, évidemment, qui intéressent la plupart des acteurs. Donc, je préfère faire cette différence, fabrication additive versus impression 3D, même s'il va m'arriver, comme à tout le monde, de confondre un peu les deux par la suite et d'utiliser un terme pour l'autre. Alors, l'impression 3D ou la fabrication additive, ça ne date pas d'hier, il faut bien avoir ça en tête. Un exemple, c'est la maçonnerie. Dans la maçonnerie, le maçon, il apporte des briques les unes après les autres et grâce à du ciment, il les lie à la maison qui est en train de se fabriquer. Ça me fait assez rire quand j'entends dire les Chinois, parce que souvent c'est comme ça que les phrases commencent, les Chinois sont en train de travailler sur des techniques de fabrication additive des maisons. Non, ça fait très longtemps qu'on procède de cette façon-là. Par contre, ce qui est nouveau, et c'est en ça que le terme fabrication additive a connu une renaissance, eh bien, c'est que cette notion aujourd'hui implique que les données, c'est-à-dire les plans, les schémas, sont issus du numérique et se présentent sous la forme d'un fichier informatique
qui pilote directement l'équipement de fabrication. C'est illustré sur la petite figure que vous avez en bas de l'écran, où on voit que partant d'un fichier CAO d'une pièce qu'on cherche à fabriquer, eh bien on va la mailler, on va la trancher de façon à préparer le terrain sous forme informatique à l'imprimante 3D qui va être interfacée et la pièce va être fabriquée dans cet équipement. Mon exposé ne sera pas très technique, puisque ce qui va m'intéresser, ça va au contraire être de donner les enjeux de la fabrication additive, d'expliquer quels sont les facteurs qui font que cette technologie va prendre de plus en plus d'importance, j'en suis persuadé, mais néanmoins ne va pas être généralisée. J'en suis persuadé également, on reviendra sur ces notions-là. Donc, juste pour être un peu technique, un exemple de procédé d'impression 3D, c'est une des technologies de fabrication additive, et c'est celui de la fusion de lit de poudre, qui est la plus commune, celle en tout cas par laquelle l'impression 3D a commencé. Dans ce procédé, on dispose de poudre, c'est-à-dire que la matière première, ça va être des poudres, éventuellement des nanopoudres, bien calibrées, bien préparées, bien sphériques, de façon générale, le mieux sphérique possible. Et ces poudres, on va en étaler un premier lit dans un récipient qui est au cœur de la machine. Une fois ce lit de poudre étalé, eh bien, on va avoir un faisceau, en général un faisceau laser, qui ponctuellement va venir soit fondre, soit ne pas fondre le lit de poudre, définissant ainsi des voxels qui sont l'analogue à 3 dimensions des pixels qu'on connaît bien en impression 2D. On va donc obtenir une première couche et la matière, une fois fondue, va ensuite se refroidir et devenir un solide. Et si 2 voxels voisins sont fondus, et quand ils se refroidiront, eh bien, ils constitueront un ensemble et c'est comme ça que petit à petit, la pièce va se développer et devenir un ensemble. Donc, une fois la première couche faite, on balaye avec le laser, on forme une deuxième couche, et ainsi de suite, jusqu'à finalement obtenir la pièce complète. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à retirer la poudre, qu'on prend la peine de recycler. Ce serait vraiment très dommage de mettre cette matière première assez chère à la poubelle. On recycle la poudre pour l'opération suivante, pour la fabrication de pièces suivantes. Alors, par cette technique de lit de poudre, sont fabriqués des objets, des pièces en polymère ou en métaux par fusion laser. Quand on a affaire à des métaux, on utilise aussi parfois, c'est un peu plus compliqué, mais on utilise parfois des faisceaux d'électrons qui viennent fondre le métal. Le rendement énergétique de cette opération est meilleur qu'avec un laser. On peut également traiter des céramiques, mais à ce moment-là, on ne fond pas le matériau parce que les températures à atteindre seraient trop élevées. Ce que l'on fait, c'est un fritage des grains de poudre les uns avec les autres. Et une fois que la pièce est faite, par des retraitements, par des post-traitements successifs, eh bien, on consolidera et on densifiera la pièce. Quels sont les matériaux imprimables? J'en ai déjà mentionné quelques-uns. On trouve en premier lieu les polymères. C'est devenu commun, c'est accessible au grand public. On peut acheter aujourd'hui pour moins de 1 000 € une machine d'impression 3D et construire des pièces avec. On voit également à cette occasion, à propos des polymères, mais c'est vrai également pour les autres matériaux, que c'est illustré sur la figure de droite en haut, qu'on peut obtenir des gradients finalement de matériaux, parce qu'une fois qu'on a fait un lit de poudre de polymère rouge, rien n'empêche de faire un lit de polymère jaune, et ainsi de suite. Et donc d'avoir des pièces finales multicolores. Ce qui est vrai des propriétés optiques est vrai des propriétés mécaniques, c'est-à-dire qu'on peut envisager construire des pièces à gradient de propriétés mécaniques qui, par exemple, seront molles à un bout et très dures à l'autre extrémité. Les polymères, donc, ensuite les métaux. Alors, les métaux ont suivi les polymères, demandent des installations plus compliquées, il faut chauffer très fort, etc. En plus, une fois que la pièce est fabriquée, il faut presque toujours procéder à un post-traitement thermique de façon à relâcher les contraintes mécaniques.
En général, il y a également un finissage de surface. Donc, ça devient, les métaux, une affaire de professionnels par comparaison avec les polymères. Et ça se développe beaucoup. En ce qui concerne les céramiques, je crois qu'on peut dire qu'on en est encore au stade de la recherche. Il n'y a pas, à ma connaissance, de pièces en céramique qui aient été produites et commercialisées par impression 3D. Alors, il y a également le cas très intéressant des composites. On pourrait penser a priori que les composites sont interdits d'impression 3D parce que dans un composite, on a une matrice et on a des fibres de renforcement. Ces fibres-là, quand on a affaire aux cas dans lesquels elles sont les plus courtes, ce qu'on appelle les composites à fibres courtes, elles ont quand même 2 mm de longueur. Et donc, il faudrait disposer de poudres dont les grains soient bien supérieurs à 2 mm. Auquel cas, évidemment, on n'aurait pas une très bonne résolution. Il serait impossible d'obtenir une pièce avec une bonne résolution spatiale. Ce qui peut changer la donne, et ce qui, à mon avis, va changer la donne, ce sont les nanocomposites. Parce que, comme leur nom l'indique, dans les nanocomposites, les renforts, au lieu d'être des fibres microniques, sont des fibres nanométriques de quelques centaines de microns de long. Et à ce moment-là, on peut tout à fait envisager avoir des poudres qui soient elles-mêmes faites de nanocomposites. Pour l'avenir, il existe un fort potentiel dans le domaine des multimatériaux. J'ai mentionné le polymère qui est de couleurs différentes au debout, mais on peut passer d'un type de matériau à un autre type de matériau, en particulier des céramiques aux métaux. C'est évidemment un tour de force parce que les conditions de traitement thermique sont en général différentes pour les métaux et pour les céramiques, mais c'est un sujet de recherche qui se développe et c'est un très fort potentiel pour des pièces à usage thermomécanique, par exemple, qui ont besoin, pour donner un exemple, de servir de bouclier sur une face et d'avoir des propriétés mécaniques ductiles d'un métal ordinaire de l'autre côté. On commence également à envisager fabriquer des systèmes. Alors, un système, ça pourrait être un ordinateur complet, fabriqué par impression 3D, où on aurait du polymère pour faire la coque, enfin un composite plus précisément pour faire la coque, où les composants électroniques seraient intégrés au fur et à mesure. Évidemment, ça pose des problèmes, tout ça, sur le plan de la thermique, mais ce sont des recherches en cours. Et puis, il y a également beaucoup de bruit, beaucoup de publicité qui est donnée à la possibilité de fabriquer un jour des organes pour le vivant. Fabriquer un foie, par exemple, par impression 3D. Je pense que c'est quelque chose encore à très long terme. Un mot sur l'aspect scientifique de la chose, c'est-à-dire on a affaire à des matériaux, il y a donc la science des matériaux derrière, et une science des matériaux un peu spécifique, parce que, encore une fois, pour le métal, dans un endroit donné, eh bien, l'histoire thermique n'est pas la même suivant qu'il a été fabriqué par impression 3D ou par procédé habituel de type fusion globale, par exemple. Cela peut laisser des traces sur la microstructure, cela laisse en général des traces sur la microstructure, il peut y avoir des cavités, de la porosité, ou d'autres types de défauts qui maintenant sont bien connus et bien identifiés. Et évidemment, si on a des défauts structuraux, eh bien, on a des propriétés mécaniques qui vont ne pas être à la hauteur. C'est un problème très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on commence à fabriquer des pièces, en général, ces pièces ne sont pas bonnes, parce que, je parle de pièces métalliques en particulier, parce qu'il y a des défauts de ce type-là, et que la résistance mécanique, par exemple, n'est pas au rendez-vous. Il y a également des problèmes d'organisation des grains. On peut avoir, à cause des gradients thermiques assez violents qui existent du fait de la fusion très locale, eh bien, on peut avoir des joints de grains anisotropes, comme ce qui est représenté à gauche en bas sur cette figure. Et ayant des joints de grains anisotropes, on peut avoir des propriétés mécaniques qui elles-mêmes vont être anisotropes. Donc ça, c'est la façon négative de le dire. La façon positive de le dire, c'est que comme on peut obtenir des microstructures différentes, eh bien, on peut espérer obtenir des microstructures qui se caractérisent par un meilleur comportement mécanique. Et on commence à trouver effectivement des réalisations de pièces par impression 3D qui ont des propriétés mécaniques supérieures à celles des métaux élaborés par des voies traditionnelles correspondantes. Alors,
l'impression 3D, c'est un hype. Pourquoi? Eh bien parce que cela présente effectivement sur le papier et dans la réalité un certain nombre d'avantages. Donc des avantages, on en a un certain nombre qui sont listés ici. Le premier, c'est évidemment la rapidité du redesign, c'est-à-dire que si on a fabriqué une pièce, on peut facilement la tester, ou simplement l'examiner, se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, être poussé à y modifier quelque chose. Eh bien, c'est juste par une opération de soft dans le fichier informatique qu'on va procéder à cette modification. C'est quasiment instantané et la pièce va pouvoir être reconstruite tout de suite et à nouveau réexaminée, retestée, etc. Le deuxième avantage, c'est la customisation. C'est-à-dire qu'il est très facile, toujours à partir du fichier informatique, de modifier des petites choses, d'écrire un nom, de changer une couleur. C'est la personnalisation et c'est une flexibilité extrêmement importante de l'impression 3D par rapport à la fabrication traditionnelle. Le troisième avantage très important, c'est celui des formes complexes. On peut fabriquer des pièces de formes beaucoup plus complexes que par technique traditionnelle en utilisant l'impression 3D. Si on a des cavités, si on a des canaux vides à l'intérieur d'une pièce, si on a des parties réentrantes, eh bien, il y a des choses qui sont faciles à faire en impression 3D et qui sont tout simplement impossibles à faire par usinage ou autre. Le quatrième avantage, je l'ai déjà mentionné rapidement, c'est qu'il y a peu de déchets. On utilise exactement la matière dont on a besoin, et pas plus, et on recycle ce qui n'a pas servi. Le cinquième avantage, c'est que si on pratique l'impression 3D, on n'a plus besoin de stock. Au lieu d'un stock de pièces, au lieu d'un stock matériel, eh bien, on a un stock immatériel de fichiers informatiques, et à partir d'eux, on produit instantanément la pièce quand le besoin s'en fait sentir. Et le sixième avantage, c'est le faible coût de fabrication, mais attention, faible coût de fabrication pour des pièces uniques ou des petites séries. Parce que si l'on compare les coûts de fabrication de la fabrication additive et de la fabrication conventionnelle sur un schéma qui représente l'évolution du coût par pièce en fonction du nombre de pièces identiques, eh bien, évidemment, une fois qu'on est équipé en machine, en impression 3D, eh bien le coût ne va pas dépendre du nombre de pièces. Chaque fois, c'est une nouvelle opération complète qui recommence pour chaque pièce. Au contraire, en fabrication conventionnelle, pour fabriquer des pièces, il faut des outils, et ces outils, le coût des outils est amorti en fonction du nombre de pièces. Il va donc exister un seuil, un crossover, enfin un point de rencontre, en dessous duquel, en nombre de pièces, on a intérêt à utiliser la fabrication additive, et au-dessus duquel, par contre, les techniques conventionnelles resteront privilégiées. Aujourd'hui, qui utilise la fabrication additive et pourquoi? Eh bien, à partir du moment où on a compris les avantages, on peut deviner assez facilement qui et pourquoi l'utilise. La première utilisation, c'est le prototypage rapide, justement basé sur ce principe que le cycle entre fabrication et test d'une pièce va être très accéléré par rapport à la fabrication ordinaire. Donc, pratiquement tous les domaines industriels, tous les domaines manufacturiers se sont emparés de ça. Celui qui a peut-être ouvert la voie, c'est l'automobile, avec des grandes automobiles comme General Motors en particulier, qui très tôt a pris le virage de la fabrication additive pour le prototypage rapide. Et c'est pratiquement toutes les pièces d'une voiture qui sont concernées. Ça va des pièces en polymère, des pièces en plastique, comme par exemple des boucliers de protection, des pare-chocs, des tuyaux et des dispositifs de manipulation des fluides, par exemple pour refroidir les moteurs, jusqu'à des pièces métalliques comme des composants de moteur ou des jantes de roues. Tous ces objets-là, aujourd'hui, chez la plupart des constructeurs automobiles,
sont prototypés en impression rapide, ou en tout cas sont sur le point de l'être. Le deuxième avantage, c'est celui que nous avons déjà mentionné, c'est-à-dire le fait qu'on peut produire, qu'on a intérêt même à produire par impression additive, par impression 3D, des pièces en petite série et des pièces en plus de forme complexe. Donc ça nous amène directement vers les secteurs de l'aéronautique et du spatial, où des éléments de turbine, par exemple, mais pas seulement, qui sont effectivement de formes très complexes, avec des aubes ayant des formes vraiment très compliquées, eh bien, auront intérêt à être produites par fabrication additive. Une conséquence de la production de formes complexes, c'est qu'on va pouvoir réduire le nombre de composants. Je m'explique. Imaginez que vous ayez à produire la pièce représentée en vert en bas à gauche. Eh bien, cette pièce, en fait, on ne sait pas, par les techniques ordinaires, la fabriquer d'un seul morceau et les fabriquer en assemblant 8 pièces différentes. Par fabrication additive, eh bien, la complexité de cette pièce ne fait pas peur. On peut tout faire en une seule fois. On gagne donc énormément. Et ce qu'on gagne en nombre, on gagne également en poids, en masse, parce qu'on élimine les raccords, on élimine les vis, etc. Et sur cette pièce, qui je crois est un élément de moteur, eh bien, on passe d'un total de 2,29 kg à un total de 0,88 kg, donc c'est assez considérable. Là encore, les constructeurs automobiles se sont emparés de la chose, et par exemple, Renault Trucks a développé un moteur complet, revu complètement, revisité complètement par les principes de l'impression 3D. Et le résultat, c'est que dans ce moteur, il y a 25% de pièces en moins et que le gain de poids est de 120 kg. Donc quelque chose d'assez remarquable. Des pièces de forme complexe, éventuellement produites en grande quantité. Alors ça peut être dans tous les domaines industriels. Dans l'agroalimentaire, on a ici l'exemple d'une bouchée en chocolat qui serait absolument impossible de faire par moulage ou par toute autre technique traditionnelle. Mais ça ne concerne pas seulement, évidemment, l'agroalimentaire. Les équipementiers sportifs se sont également emparés de la chose. On a un exemple ici avec une semelle de chez Nike. Adidas fait la même chose, de forme extrêmement complexe, qui gagne à être fabriquée de cette façon-là. Un troisième exemple, c'est celui des moules pour les pneumatiques. Donc là, ce n'est pas l'objet final qui va être fabriqué par impression 3D, mais c'est le moule qui va servir ensuite de façon traditionnelle à produire le pneumatique. Et les moules ont des formes de plus en plus compliquées, il y a des rainures, il y a des trous, etc. Un constructeur de pneumatiques comme Michelin doit donc très régulièrement changer sur ses lignes de production ses moules, et ces moules sont de forme de plus en plus complexes. Et cela explique pourquoi Michelin est en France un des principaux acteurs de la fabrication additive. La production de produits personnalisés, ça peut aller du tuning automobile à la fabrication de prothèses. Le monde médical est très concerné par les progrès de l'impression 3D. Ici, on a un exemple de prothèse de mâchoire, mais ça peut également être des prothèses d'articulation, articulation de hanche ou de coude, qui par définition sont des produits très personnalisés et qui sont fabriqués en pièces uniques, et donc on a intérêt à fabriquer par impression 3D. Ou encore des accessoires de mode ou des chaussures. Imaginez que votre fils ou votre fille demain détruise sa paire de tennis, en coupe, en dégrade un des éléments, une des chaussures. Eh bien, si vous êtes équipé d'une imprimante 3D, vous serez capable de reconstruire presque immédiatement cette chaussure et au passage de l'adapter à la nouvelle pointure de votre enfant qui, évidemment, aura eu changé de taille entre-temps. Un domaine qui va être très impacté, c'est celui des pièces détachées. Pour des raisons assez évidentes, c'est que on va, grâce à la fabrication additive, être capable d'éliminer ou en tout cas de réduire considérablement les stocks.
Ça peut concerner aussi bien les polymères. On a un exemple ici de pièces détachées d'Electrolux, que les métaux, où on a un exemple de collecteurs d'échappement de Daimler. La tendance va être très importante de passer à la fabrication additive pour toutes les activités qui dépendent des stocks, que ce soit en tant que fournisseur ou en tant que client. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on peut, grosso modo, mes chiffres sont à prendre très à la louche, considérer que le prototypage représente encore 75% de l'utilisation de fabrication additive, et à l'autre extrémité, la production de vrais produits destinés à être vendus, fabriqués par fabrication additive, aujourd'hui est sans doute à peine autour de 5%. Mais ça va changer. Et cette projection, qui vaut ce qu'elle vaut, à l'horizon 2030, indique que à cette échéance, le chiffre d'affaires généré par la fabrication additive serait de 400 milliards. Alors ça, c'est une somme extrêmement importante. Je ne sais pas à quel point il faut faire confiance à ces chiffres, mais ce qui est important, évidemment, c'est la tendance. Aujourd'hui, on en est à une dizaine de milliards environ. Et les secteurs concernés, eh bien, vous pouvez le voir, c'est pratiquement tous les secteurs de l'industrie, de la machinerie à l'équipement, en passant par les jouets, les meubles, les textiles, l'automobile dont j'ai parlé, les dispositifs médicaux et prothèses, etc. Donc c'est une tendance absolument incontournable, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas généralisable, parce que partout où on aura besoin de continuer à produire en grande quantité des pièces de forme relativement simple, et bien la fabrication additive n'apportera rien. Imaginez que vous ayez besoin d'une bassine pour faire la vaisselle chez vous, il y a peu de chances qu'un jour cette bassine soit produite par impression 3D. Il y a des avantages, il existe également un certain nombre de freins, et donc de challenges à relever. Ces freins sont de deux types, d'ordre matériel et les freins liés à la chaîne de valeur. Alors les freins d'ordre matériel, c'est premièrement les coûts de l'opération. L'équipement reste cher, les matières premières sont chères, j'ai expliqué pourquoi, ce sont des poudres sophistiquées et elles resteront probablement chères. Donc ce sera un frein. D'autre part, la durée de fabrication d'un objet est longue. Alors ce n'est pas du tout en contradiction avec la rapidité que j'ai mentionnée pour le prototypage, mais la durée effective de fabrication d'un objet peut être longue, c'est-à-dire prendre des heures, ou voire un jour ou deux. Et évidemment, cela dépend de la taille de la pièce. Plus la pièce sera grande, plus la durée de fabrication sera longue. Et puis, le troisième frein, surtout pour les métaux, c'est moins vrai pour les polymères, c'est que du savoir-faire et d'expérience technique à un haut niveau sont nécessaires pour produire des pièces de bonne qualité. Du côté des autres freins, on trouve le fait que l'impression 3D n'est pas standardisée, d'où très gros problèmes liés à la qualité, à la responsabilité et à la garantie. Imaginez que je sois équipé d'une imprimante 3D, je fabrique une pièce, cette pièce casse, éventuellement elle provoque des blessures ou autres. Qui est responsable? Aujourd'hui, on ne sait pas correctement répondre à cette question. Et enfin, la propriété industrielle, la propriété intellectuelle va devoir s'adapter aux nouvelles règles du jeu qui sont apportées par la fabrication additive, parce que la valeur est dans le design plutôt que dans l'objet aujourd'hui. Et donc, il va falloir inventer des nouvelles démarches, des nouvelles approches de propriété intellectuelle. Et c'est exactement le même phénomène que ce qui s'est produit avec la musique. Du jour au lendemain, la musique s'est dématérialisée. On a pu écouter de la musique sans avoir besoin d'acheter un CD ou un disque chez son disquaire. Le problème est tout de suite apparu de la propriété intellectuelle et de savoir comment la gérer. Donc, les conclusions. Les conclusions, c'est que la fabrication additive est en voie de s'imposer dans le domaine du prototypage. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut considérer comme un acquis. En ce qui concerne la production, par contre,
eh bien, le développement de la fabrication additive n'en est encore qu'à ses débuts. Je pense qu'on est exactement dans cette zone de crossover entre utilisation uniquement prototypage et puis début de l'utilisation pour la production. Mais qu'il existe des défis à relever, comme ceux que je viens de mentionner. En règle générale, la fabrication additive est vraiment à prendre au sérieux dans tous les cas qui concernent soit la fabrication de petites séries, soit la fabrication de pièces qui doivent être customisées, soit des produits de forme complexe ou très complexes. Si on est dans un cas comme ça, si on est un industriel placé face à ces situations-là, on doit aujourd'hui penser à la fabrication additive. Des développements technologiques futurs sont à attendre, j'en ai mentionné quelques-uns, les matériaux à gradient de propriété, à gradient de, plus que de propriété, à gradient de nature, la fabrication de systèmes. La chaîne d'approvisionnement, je n'ai pas eu le temps d'en parler beaucoup, mais la chaîne d'approvisionnement sera impactée de façon importante. Des nouveaux métiers qui vont apparaître, comme celui de hub d'impression 3D. Il est très probable qu'au début, en tout cas, au lieu d'avoir une impression 3D chez chaque individu, eh bien, il y aura au coin de la rue un atelier de fabrication dans lequel on pourra arriver avec son fichier et repartir avec la pièce sous le bras. Donc, des nouveaux modes de business vont apparaître, et ces nouveaux modèles de business, je pense que certains sont prévisibles, d'autres vont apparaître au fur et à mesure du développement de ces technologies. Je vous remercie. Eh bien, merci Hervé pour cette présentation. Effectivement, c'est le premier webinaire que Présence organise autour d'une technologie que nous avons pu rencontrer au cours des projets de Présence. Pour ceux qui ne connaissent pas Présence, donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte de l'expertise à la demande dans les projets d'innovation industrielle de nos clients et en mobilisant des experts grâce à notre base de 6 millions d'experts afin d'accélérer la prise de décision et la résolution de problèmes scientifiques et techniques. Donc, si vous voulez en savoir plus sur nous, n'hésitez pas à venir visiter notre site et bien sûr assister aux prochains webinaires qui auront lieu avec Présence et nos fellows. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Go on.